Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Ce soir, nous vous présentons un épisode spécial de Nouvelles nationales d'APTN où nous revenons sur nos principales histoires de 2020. Et nous en discuterons avec Shoshane Bacon. La Direction de la protection de la jeunesse et la loi C-92, la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, va être un enjeu durant la prochaine année. Effectivement, la loi C-92 conférerait aux Premières Nations du Canada une compétence sur la réglementation de leur propre loi sur la protection de la jeunesse. Je dis ça parce que la province de Québec a contesté cette loi en cours au printemps. La loi de la protection de la jeunesse du Québec confère des pouvoirs délégués aux Premières Nations auxquelles la nation Atikamekw et jusqu'à tout récemment la nation Anishinaabe ont adhéré. Voici le reportage de la nation Innu, une population qui s'impatiente. La DPJ, Ce rassemblement peut avoir été spontané, mais pour beaucoup ici, la direction de la protection de la jeunesse est un enjeu qui date depuis des décennies. Spontanément, je me suis mobilisée en voyant des écrits sur Facebook du fait qu'il y avait des enfants qui s'apprêtaient à être tirés par la DPJ et la police. Par conséquent, comme on se connaît toutes dans la communauté, moi j'ai réagi parce que je connaissais ces gens-là et qu'ils étaient aptes justement à assumer la garde et la sécurité des enfants. À Maliotenam, la population s'est interposée et a montré son désaccord avec la prise en charge par la DPJ de 5 enfants qui devaient être placés hors de la communauté. Virginie Michel dit que les interventions de la DPJ sont souvent abusives. Que ce soit dans l'évaluation de la capacité d'être famille d'accueil et accueillir les enfants, on demande toujours trop de critères. Selon Michel, la loi C-92 peut être une solution. Cette loi fédérale permettrait de faire une gestion de la protection des enfants par les Autochtones et souligne que cette loi est en vigueur depuis janvier. Mais le Québec, M. Legault, refuse cet avancement en allant en cours justement pour essayer de faire déclarer cette loi-là comme inconstitutionnelle. Des soins et des services destinés aux Autochtones dans le réseau de la santé et des services sociaux. Le ministre Yann Lafrenière dit dans un courriel être en contact avec le chef de la communauté et tous surveillent de très près la situation. Mike McKenzie, chef de Uashat Maliotenam, dit que la communauté possède un programme qui contient un comité de femmes et d'aînés. Ce programme pourrait voir le jour avec la loi C-92, mais pour le moment, la loi 37.5 est une avenue obligée, comme cela se fait d'ailleurs chez les Atikamekw. C'est qu'on aurait comme notre propre avisant. Si on sait qu'on entend que ce soit intérimaire, nous on discute avec le Québec pour l'instant, mais on préconise quand même la loi C-92, c'est une priorité. McKenzie ajoute que la 37.5 est un pouvoir délégué. Ce qu'on demanderait au niveau des ententes qu'on va faire avec le Québec, c'est d'avoir des normes minimales pour répondre à nos aspirations. McKenzie dit que 3 critères sont en lice pour signer une entente intérimaire avec Québec. Entre-temps, les partis de ce rassemblement, eux, en sont venus à une entente, celle de placer les enfants avec leur mère chez une famille qui leur a ouvert leur foyer. J'espère que ces femmes, ces mères vont continuer justement à se mobiliser contre les viols répétés et répétitifs de la part du Québec avec sa DPJ. La CIS, quant à elle, a préféré ne pas commenter la situation pour des raisons de confidentialité. Sylvie Ambroise, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Ce n'est pas la première fois que ce rassemblement du genre est arrivé. Il y a eu un autre un mois avant à Wahhat avec la même issue. Placer les enfants à 2 pas de la maison.
une femme s'est proposée pour accueillir et garder tous les enfants, les 3 ensemble, car souvent, ces enfants sont envoyés bien loin. Ceux de Ouachat devaient se faire placer à Havre-Saint-Pierre, un à Bécomo, puis l'autre à Sept-Îles. Chouhan, est-ce que tu peux me dire c'est quoi l'enjeu de tout ça? Oui, les familles veulent garder leurs enfants dans la communauté parce que les Autochtones, quand ils éduquent, c'est en collectivité qu'on éduque nos propres enfants. Les grands-parents font partie de l'éducation des enfants. Autant mon oncle, les familles sont... Le terme famille est plus élargi chez nous dans nos communautés. Donc, le mode de vie, la manière de penser, mais la langue aussi, les langues qui doivent être transmises aux autres générations. Oui, c'est ça l'inquiétude en soi dans la population, que les enfants soient déracinés, privés de leur environnement. Ils reviennent traumatisés dans bien souvent des cas. On peut peut-être parler de la famille d'accueil ainsi que ses critères. Oui, c'est pas très évident pour les familles d'accueil parce que dans les foyers, en fait, les gens, c'est pas juste 4 personnes ou papa, maman et les enfants qui habitent ensemble. Souvent, c'est plusieurs générations qui habitent dans un même foyer. Donc, c'est un peu plus difficile d'ajouter 1 ou 2 personnes de plus dans un autre foyer ou d'accueillir ces enfants-là. Donc, ce qui est plus facile, c'est de sortir comme de la communauté. Même si, par le bon vouloir, on aimerait accueillir ces enfants-là dans les foyers. Aussi, on parle d'une question de valeur. J'ai entendu une aînée une fois raconter l'histoire qu'il n'y avait pas assez de canaux, de place dans les canaux. C'est que les enfants, les derniers, le petit dernier, étaient confiés à la grand-mère à ce moment-là quand les parents s'en allaient à la chasse. Cet enfant-là, il grandissait dans une grande richesse culturelle qui pouvait lui apporter ses grands-parents. Quel est le meilleur moyen pour prendre, nos grands-parents, c'est eux qui ont les savoirs, puis c'était le meilleur moyen de transmettre ça à leurs petits-enfants. Après la pause, nous ferons le tour sur les différentes annonces que Québec a annoncées pour les Premières Nations. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Les annonces s'enchaînent de semaine en semaine par le nouveau ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière. Il est question de santé, de sécurité publique, de l'éducation auprès des Autochtones et d'une table ronde avec tous les chefs des communautés dans un projet intitulé « J'ai espoir ». Et dans tout ça, lors du dépôt du principe de Joyce à l'Assemblée nationale par la nation Atikamekw a été rejeté du revers de la main. On ne parle toujours pas de racisme systémique. Voici plusieurs des reportages annonçant les derniers investissements de l'enveloppe budgétaire du Québec de 200 millions sur 5 ans. Entre autres, et du plan nordique qui compte pour 1,4 milliard de dollars sur 3 ans. Le ministre Yann Lafrenière indique qu'il va continuer à réaliser de nouveaux investissements. Le gouvernement du Québec a récemment investi 15 millions de dollars dans la réforme des soins de santé et 3 millions de dollars pour le nouveau centre d'amitié autochtone à Joliette. Le chef régional de l'APNQL, Ghislain Picard, voit cette table ronde d'un bon œil. Mais il veut s'assurer que tous les chefs du Québec se sentent représentés. La table politique n'est pas non plus un processus qui va se substituer au processus pluriel qui pourrait impliquer des nations de façon plus particulière avec le gouvernement du Québec. Mais c'est vraiment un lieu de convergence là, des dossiers qui sont considérés comme étant de préoccupation commune. Geneviève Guilbeault annonce essentiellement de la formation et du recrutement
auprès d'étudiants autochtones en défrayant leurs frais de scolarité. Cette annonce fait suite aux recommandations de la Commission Vien et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Nous allons financer 2 cohortes de 12 étudiants à l'École nationale de police chaque année, donc 24 étudiants à l'École nationale de police chaque année issus des communautés autochtones. Le plan d'action nordique. 49 initiatives au-dessus du 49e parallèle. C'est comme cela que le Québec vend son plan nordique. La province va investir 1,4 milliard de dollars pour les 3 prochaines années pour améliorer la qualité de vie des Inuits, des Cris, des Naskapis et des Inuits. Cela inclut des dépenses sur les routes existantes, l'augmentation de l'accès à Internet et l'établissement des services de consultation de santé en ligne. Plus de 40 millions de dollars vont aller à la conservation et aux initiatives à l'eau potable. C'est dû à quoi tous ces changements, ces investissements massifs? On se rappelle du changement de ministre en temps de crise. Changement pour Joyce. C'est ce dont il était question au début avec la ministre Sylvie Damour. Tous les chefs voulaient être représentés, voulaient être rencontrés et entendus, alors que le premier ministre ne voulait pas. Le nouveau ministre a répété qu'il était en contact avec tous les chefs dès son jour de nomination et a soutenu un contact, présume-t-on, jusqu'à aujourd'hui. C'est une valeur autochtone que d'être écouté, car les différences entre chacune des nations et des communautés de langue et de culture. Chouhan, pourrais-tu nous énumérer les investissements? Oui, c'est sûr que pour le Nunavik, ils veulent mettre en place une clinique de santé vétérinaire. Ensuite, chez les Inuits, c'est un prolongement de la route 138. Il y a aussi l'amélioration de la route 389 entre Bécomo et Forestville. Puis, ils veulent finaliser le déploiement de la fibre optique chez les Cris, ce qui est très intéressant. Oui, ça c'est le plan nordique. C'est le plan nordique. Mais par rapport aux investissements, ce qui est bien à noter, c'est que le Québec fait suite aux recommandations de la Commission Vien et de l'Enquête nationale des femmes et des filles disparues et ou assassinées. Oui. Si on continue l'énumération des investissements par Québec, c'est dans son plan qui est intitulé J'ai espoir, on parle de 15 millions pour la sécurisation culturelle dans le réseau de la santé, un investissement de 3,1 millions au Centre d'amitié autochtone de la Naudière à Joliette, 18,4 millions pour la construction de 3 centres d'hébergement pour les étudiants, 18,6 millions pour les services de police autochtone. Et on parle aussi de la participation d'une table ronde pour tous les chefs, comme je disais au début. Tout cela équivalait à 55 millions sur 5 ans, jusqu'à présent pour l'enveloppe de 200 millions qui était prévue en mars dernier. Le ministre aussi, Yann Lafrenière, avait promis des annonces hebdomadaires jusqu'à Noël. Parlons maintenant un peu du principe de Joyce. Quelque chose que nous entendrons parler durant la prochaine année. Chouhan? Oui, on a eu dernièrement la directrice du CIUS de la Naudière qui a été remplacée par un autre directeur. Ça, c'est sa sortie dans les derniers temps. Mais il y a aussi toutes les enquêtes qui ont été déposées, puis qui resteront à venir après les fêtes, à la mi-janvier, en fait. Donc, ils vont nous revenir. C'est sûr que pour l'instant, ça ne bouge pas concernant ces dossiers-là. Mais il va falloir suivre et on va être contacté pour ça. Oui, moi, j'ai entendu dire pour le principe de Joyce que dernièrement, à l'Assemblée des Premières Nations, il a été accepté à l'unanimité par tous les chefs. J'ai entendu dire aussi, j'ai vu sur Twitter que le ministre Marc Miller l'avait accepté également.
C'est un document là, de travail pour assurer l'accessibilité dans le système de santé selon la conception des Autochtones. Comme avait dit Sylvie Flamand lors de son entrevue, que je vous invite à aller regarder aussi sur notre page Facebook. Il a travaillé également sur le principe de Joyce. Qu'arrivera-t-il avec le racisme systémique, ces deux termes que le gouvernement provincial n'accepte pas? Oui, exactement. Au retour, on vous présente un grand sujet pour lequel nous pencherons en 2021, les différentes ententes chez les Premières Nations au Québec. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Au Québec, chez les Premières Nations, il existe les ententes, répercussions et avantages, les ERA communément appelées, ententes qui sont dirigées pour les entreprises telles que Iron Ore Company, une compagnie minière. La Grande Alliance, entente entre les CRI et le Québec, réunissant des gros projets d'infrastructure, entente valant 4,7 milliards de dollars. Voici le reportage sur ce protocole d'entente. Elle a été baptisée la Grande Alliance. Il s'agit d'une entente concernant les 900 km longeant le fleuve Grande-Rivière qui traverse une large bande de territoire CRI. Un territoire que les CRI et le gouvernement du Québec cherchent tous deux à développer. Ça va nous permettre aussi de mettre en valeur l'énorme potentiel minier du nord du Québec, tout en préservant l'environnement. Les ententes conclues entre le Québec et les CRI de EOHD ne datent pas d'hier. De la Convention de la baie James en 1975 à la paix des Braves en 2002, les CRI ont été en mesure de tirer parti de leur vaste territoire de EOHD afin de conclure des ententes qui leur permettent de profiter de l'infrastructure hydroélectrique. Mais l'objectif de la Grande Alliance est différent. L'extraction de lithium-ion pour les batteries. Pour cela, il faudra construire plus de 700 km de voies ferrées. Les trains sont bloqués par des activistes autochtones partout au pays. Le grand chef Abel Bozum considère que l'annonce tombe à un drôle de moment. And what do you think about the railroad blockades right now? Well, that's what happens when you don't listen to people or when you try to go ahead and develop a project without their consent. That's a lesson to learn. Legault estime que l'entente est un bon exemple de coopération entre nations. Le gouvernement du Québec et les CRI prévoient partager les coûts d'une étude de faisabilité qui sera menée cette année. The Cree Nation government chooses, and I would like to emphasize the word chooses, to allocate our resources and our expertise towards this endeavor. Le plan, qui sera réalisé en 3 phases sur 30 ans, comprend également la construction d'un port de l'eau profonde sur les rives de la baie d'Hudson. Bozum souligne que l'Alliance permettra de créer des emplois bien rémunérés, en plus d'améliorer la qualité des routes et des services Internet pour les 9 Premières Nations CRI au Québec. Des mesures seront également mises en place pour protéger l'environnement. Development of a network of protected areas that are designed not as an aftermath, not as a concession, but as a determining factor in development. La Grande Alliance bénéficie du soutien des Bozum et des chefs des 9 communautés. Toutefois, ceux-ci affirment que l'avenir du projet dépend des consultations communautaires. Tom Fenerio, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Comme nous l'avons vu, il y a eu une entente. C'était un protocole d'entente entre les CRI et le gouvernement du Québec. Aussi, au niveau des ententes, dans toute la sphère des Premières Nations et dans toutes les nations, il y a des ententes qui sont en train de se construire. Et aussi, il y a toutes sortes d'ententes qui sont très importantes. Et que, Chouhan, tu peux peut-être nous parler de l'Alliance des Nations?
Oui, Hydro-Québec, le Canada va exporter de l'électricité aux États-Unis. Mais il y a des nations, il y a des communautés qui n'acceptent pas cette démarche qui est entreprise par le gouvernement canadien et le gouvernement provincial. Donc, il y a des gens, il y a des communautés qui s'opposent à ça. Et ceux qui s'opposent, on a Innu Nation au Labrador, on a la communauté de Pessamit, les Atikamekw à Wemotaci, puis 3 communautés aussi chez les Anishinaabe, la communauté de Kitsakik, la communauté du Lac-Simon et de Picogan, qui sont formellement en opposition avec cette démarche-là qui a été entreprise par les 2 paliers gouvernementaux, en fait. C'est donc une grande alliance avec plusieurs nations au Québec. Au Québec. Tu peux peut-être maintenant nous relater l'histoire des coupes forestières chez les Atikamekw? On sait que les Atikamekw ont l'idée de vouloir installer ou construire une usine de transformation de produits forestiers. Puis, chez les Atikamekw, l'idée où les gens sont mitigés par rapport à cette démarche-là de vouloir s'inclure dans le processus de l'exploitation forestière. Les gens sont soit pour l'emploi, ça va offrir beaucoup d'emplois aux populations, mais il y a d'autres idées aussi qui, eux, disent que ça diminue, les coupes forestières vont diminuer l'espace pour vivre du territoire, pour vivre de leurs modes ancestraux. C'est ce qui fait que certains autres ont moins envie de participer à cette démarche-là aussi. On pourrait aussi parler du projet GNL. Si tu pouvais nous expliquer ça, Shoshan. C'est un projet de pipeline qui viendrait en fait de l'ouest de l'Alberta pour venir faire sortir au lac Saint-Jean. C'est un gros tuyau. C'est un gros tuyau qui sortirait au lac Saint-Jean. Donc, ça touche plusieurs communautés. Les Anishinaabe, ça touche les Atikamekw, beaucoup en fait. Si on y pense, là, la communauté de Mashtoyash est très, très touchée. Puis, chez les Wendat aussi, qui sont préoccupés par ce projet-là aussi. Parce que dans le passé... Oui. Ça va être quelque chose à suivre. Donc, avec Shoshan, son intérêt est beaucoup sur l'environnement. J'aime beaucoup parler de l'environnement, je l'avoue. Merci, Shoshan, d'avoir été avec nous. Je te remercie aussi, Sylvie, puis je te souhaite une très bonne année. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Vous pourrez trouver tous nos reportages sur YouTube et Facebook. Communiquez-nous vos suggestions pour nos prochains reportages. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. Yamé.